Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À celles et ceux qui ont perdu leur tout petit. À celles et ceux qui prennent soin. Croyant percevoir le léger bouillonnement produit par le vivre et le mourir entortillés ensemble, elle eut les larmes aux yeux devant tant de bienfaits. Était-ce le mourir qui succédait au vivre, ou le vivre qui succédait au mourir? La mère Oryu, sage-femme, Nakagami Kenji, 1000 ans de plaisir. Préface. Claudine Schalk, sage-femme et psychologue, nous présente ici une recherche de grande qualité, étayée sur une investigation d'ampleur, tant au plan des investigations de terrain, ces nombreux entretiens réalisés auprès des professionnels en charge d'accompagner la naissance, qu'au plan bibliographique. Le travail réalisé pour élaborer cet ouvrage doit être salué aussi pour la difficile mutation de posture exigée, quand l'objet du travail devient l'objet de la recherche. Car l'expérience du métier n'est évidemment pas un sésame au travail scientifique. Ce peut être une ressource essentielle, mais à la condition exigeante et difficile d'un déplacement indispensable, difficile, coûteux et jamais définitivement acquis. Quitter le registre du témoignage, se décentrer, se dégager de sa propre expérience de sage-femme pour entendre des pairs, des professionnels de la naissance, sans s'exposer au risque des confusions nées des processus d'identification, des projections s'impose. L'objet de cet ouvrage, qui est aussi initialement une thèse, est ici extrêmement complexe et difficile, il faut le souligner. Comment soutenir la confrontation à la mort au moment de cet acte si intensément chargé affectivement, souvent attendu et anticipé avec bonheur, celui de la mise au monde? Comment reconnaître cette inversion du projet parental et professionnel, pour ces métiers en charge de l'accompagnement de la naissance? L'irruption de la mort est sans doute d'autant plus effractante que toutes les constructions sociales attachées à la naissance sont épurées du négatif pour ne retenir que la part souvent idéalisée de cet événement. Affronter l'idée même de la mort, potentiellement au rendez-vous lors de la gestation, de l'accouchement, des heures et jours qui suivent, n'est pas sans susciter d'intenses émotions et réactions, angoisse, malaise, terreur et fuite, évitement, occultation, dénégation. Ces mouvements contribuent à la fabrique d'un impensé, d'un relégué au service de l'épuration de la naissance et du travail des professionnels qui l'accompagnent de sa part maudite, du négatif toujours potentiellement présent. Comment rompre avec cette figure enchantée de la maternité et de la mise au monde? Comment aborder un tel sujet, solliciter une parole, une réflexivité, une élaboration sur des sujets aussi sensibles que la confrontation à la mort, et ici à la mort impensable de celui qui meurt en naissant? Cet objet de recherche impose une investigation fine, respectueuse de la singularité des épreuves de la mort. Il exige aussi des contextualisations aux nombreuses déclinaisons, comme en témoigne ce livre. Les contextes socio-historiques et juridiques sont précisément présentés, ceux dans lesquels se fabriquent des représentations et dispositifs, au sens ici de Foucault, pour neutraliser, effacer ou apprivoiser, humaniser la mort périnatale. Le contexte institutionnel hospitalier dans lequel s'est inscrit progressivement la naissance contribue à l'orientation des places et pratiques de ces professionnels en charge non pas ici de la lutte contre la maladie, mais du donner la vie. Le contexte organisationnel contemporain définit aujourd'hui 3 types de maternité en fonction, in fine, de leur rapport au risque de complications, voire de mort. Enfin, sont bien sûr au centre de l'analyse les contextes des métiers à partir et à travers desquels se réalisent les formes de confrontation à la mort, ses anticipations, ses prises en charge. Ils témoignent de la division du travail entre le normal et le pathologique, division qui masque sans doute d'autres délégations du sale boulot. Le travail, sur ce que nous avons appelé le négatif psychosocial, L'Huillier 2005-2009, recouvre les activités déployées sur l'envers du décor, sur la face d'ombre du social, et dont il est attendu qu'elles contribuent à la préservation des pactes des négatifs, KS 1989. Alors, la mise en avant de la positivité des fonctions assurées, de la maîtrise des procès, de l'efficacité productive, de la qualité du service, s'accompagne de la remise dans les coulisses des résidus de cette figure enchantée du monde, des organisations et des métiers. Autrement dit, le réel constitué par le négatif ainsi relégué. La sécurité trouvée dans une représentation du monde, ordonnée et prévisible,
épuré des contradictions et conflits, est un puissant mobile à l'entretien de cette quête infinie d'ordonnancement et de maîtrise du réel. Est alors laissée dans l'ombre la part du travail qui ne coïncide pas avec la version polissée, voire enchantée, de la fonction assurée. Dans nos sociétés arc-boutées autour de cet immense effort pour dissocier la vie de la mort, voire pour abolir la mort au profit de la vie comme positivité, la mort doit être ôtée à la vie. C'est à la fois ce qui est sans doute attendu des professionnels de la naissance, et ce qui les porte à choisir ces métiers. Mais l'épreuve du réel est toujours au rendez-vous, y compris dans ces espaces supposés être dédiés au premier souffle de vie. Alors, et tout le travail de Claudine Schalk le montre avec une grande finesse, la vie rendue à la mort est l'opération même du symbolique. Et c'est bien ce mouvement qui permet de passer du sale boulot, et ses épreuves, au bel ouvrage, et sa possible reconnaissance. Cet ouvrage analyse le travail des sages-femmes et des obstétriciens ES dans ces épreuves, et montre que fondamentalement il s'agit bien d'un travail du symbolique, adressé à la fois aux parents et aux soignants. Il s'inscrit dans la lignée de ce que Freud conceptualise comme travail de culture ou de civilisation, celui qui nous éloigne de nos ancêtres animaux. Humaniser la mort et la perte par la parole échangée, la construction de rituels, une alliance intersubjective contractée entre parents et soignants, ce sont là les principales ressources et vecteurs de cette élaboration. Et le cœur de ce livre porte sur les conditions de ce travail symbolique. On y rencontre centralement la question de la reconnaissance. Pour l'ensemble de ces professionnels, la question du sens du travail et de la reconnaissance sociale des tâches assumées lors de ces épreuves se pose de façon singulière. En charge du traitement de ce qui est rejeté dans les coulisses, ils sont condamnés à une impossible occultation du réel que tente de masquer cette vision de la grossesse et de la naissance, à l'abri du risque de la mort. Et la signification, comme la valorisation sociale de leurs activités, telle qu'offerte à travers les représentations sociales de ces métiers dédiés à vie, butent sur l'épreuve de la réalité. Elles sont donc à réélaborer, à reconstruire au sein même des collectifs de travail et des communautés professionnelles. C'est dans ces espaces que peuvent se reconstruire le sens du travail, et la validation-légitimation des pratiques de chacun. S'y tricotent les trames symboliques qui permettent de domestiquer les résonances fantasmatiques de la confrontation avec l'objet de travail, qui fait effraction, de la naissance à la mort. Le sens est toujours à réélaborer dans l'intersubjectivité née de la coactivité, pour tenir une position professionnelle assurant délimitation et contenance. Cette construction intersubjective suppose l'existence d'une aire de jeu, d'un espace transitionnel. Winnicott, 1971, où est mise au travail la question des limites, celle qui trace les frontières mouvantes du possible et de l'impossible, celle qui différencie l'acceptable de l'inacceptable sur le plan des valeurs morales. Encore faut-il pouvoir construire et préserver ces espaces transitionnels, non seulement pour s'assurer d'une reconnaissance sociale, au moins entre pairs, mais aussi, et peut-être surtout, pour pouvoir se reconnaître dans le travail réalisé. La portée de cet ouvrage, on l'aura compris, est puissante. Il nous conduit à explorer les conditions exigeantes et essentielles d'une humanisation des épreuves de la vie, indissociablement liées à la mort, à la finitude, à la vulnérabilité du vivant. La résistance à la reconnaissance de la vulnérabilité humaine et sa neutralisation passe par des opérations de projection et de clivage. Ces mécanismes de défense permettent de se défendre du négatif, la vulnérabilité étant une condition négative de la vie. Rompre avec ce modèle contemporain de l'homme, ces images valorisées de la santé parfaite, de l'excellence, de la maîtrise de soi comme des procès, de l'autonomie, nous conduit à penser la portée politique de la question de la vulnérabilité et des obligations sociales qu'elle implique nécessairement. La norme sociale, dans nos sociétés occidentales, tend à nier la fragilité et la mortalité. La reconnaissance de la vulnérabilité à contrario, permet d'éprouver le poids du réel, la fragilité des choses, celle des autres comme la sienne propre. Et cette reconnaissance du réel nourrit la créativité et l'inventivité. Elle est aussi garante d'une certaine humanité. Car l'humanité de l'homme se loge dans le déficit même, qui appartient essentiellement à sa condition. Chacun peut alors renouer avec ses propres zones de fragilité, et l'échange s'inscrit dans cette vulnérabilité partagée, ontologique, susceptible de mieux nous confronter au monde réel positivement.
Dominique L'Huillier, professeur émérite en psychologie du travail au CNAM. Acronyme. CCNE, Comité consultatif national d'éthique. CPDPN, Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. DAN, diagnostic anténatal. DRESS, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. DSM, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux en psychiatrie. EBM, Evidence Based Medicine. ECN, Examen classant national ou épreuve classante nationale. EPTS, État de stress post-traumatique. OB, obstétricien nœud pour les entretiens. IMG, interruption médicale de grossesse. INED, Institut national des études démographiques. ITG, interruption thérapeutique de grossesse. IVG, interruption volontaire de grossesse. MFIU, mort fœtale in utero. OMS, Organisation mondiale de la santé. PACES, première année commune aux études de santé. PCEM1, première année du premier cycle des études de médecine. PIC, ponction intracardiaque. PMA, procréation médicalement assistée. PH, praticien hospitalier. RMM, revue de morbimortalité. SA, semaine d'aménorrhée. SF, sage-femme pour les entretiens. TSPT, trouble de stress post-traumatique. Introduction. L'imaginaire social associe généralement la mise au monde d'un tout petit avec l'un des plus beaux jours de la vie. De tout temps et dans toutes les civilisations, la naissance est avant tout une fête parce qu'elle célèbre la vie. Cette fête est d'autant plus belle, dans nos pays dits développés, qu'elle est soigneusement protégée par les progrès extraordinaires des connaissances et des techniques médicales. Le vieil adage « qui va à la vie, va à la mort » semble résonner d'autres temps, définitivement révolu. En très peu d'années, la dialectique ancestrale entre la vie et la mort dans la naissance a changé, depuis que les femmes ne meurent quasiment plus en couches, et que le taux des morts périnatales les plus dramatiques s'est effondré avec celui de la mortalité infantile. L'enfant rêvé s'inscrit sous le signe du désir contrôlable, et sa vie, comme celle de sa mère, bénéficie de toutes les garanties offertes par la médicalisation de la naissance. En France, l'hôpital en est devenu la scène quasi exclusive. Tout est remis entre les mains de professionnels dédiés, avec les sages-femmes et les obstétriciens NES. Sans ombre jetée au tableau, pour eux aussi, la splendeur des naissances rejaillit avec d'autant plus d'éclat sur l'exercice de si beaux métiers, leur si beau métier. Cette scène est inédite, alors que depuis des millénaires, l'ombre de la mort s'est toujours invitée à la fête pour la tourmenter. Si bien que l'activité des professionnels conviés a pu être connotée de connivence avec un sale boulot, reléguée aux sages-femmes ou apparentées. Les victoires remportées contre la mort dans la naissance sont récentes, portées par l'œuvre d'une médecine genrée qui a longtemps réservé aux hommes le savoir et les techniques médicales. Néanmoins, cette médecine aura reconfiguré le champ de la naissance et redistribué peu à peu le travail et les tâches de l'activité sage-femme en deux secteurs, relatifs au normal pour celle-ci, et au pathologique pour l'obstétricien nœud, historiquement précédé du chirurgien et de l'accoucheur. Pourtant, malgré toutes les protections établies pour faire face aux risques liés à chaque naissance, grâce à des maternités dotées d'un équipement et d'une organisation de travail ad hoc, la mort est toujours là. Des coulisses, elle peut ressurgir sur scène, heurtant parents et soignants, d'autant plus brutalement qu'elle en est constamment refoulée dans les pensées, par les attentes des uns ou les idéologies professionnelles des autres. Le changement est alors radical sur scène et s'ouvre sur un versant souvent occulté, qui fluctue entre l'indésirable et la tragédie. Au-delà de la naissance partagée avec la mise au monde d'un enfant, son non-avènement avec la mort périnatale expose les parents désenfantés aux douloureuses répercussions du deuil périnatal sur leur santé mentale. Mais les soignants ne sont pas épargnés. Une fois la vie éclipsée, ils s'occupent dès lors de la mort et doivent faire face à tout ce qu'elle peut charrier comme questionnement. Ils touchent à leur travail ou à leur métier et relèvent de questionnements plus intimes, lorsqu'ils sont existentiels. Le face-à-face avec la douleur des parents n'en fait que majorer l'impact. Ce renversement figure le comble du paradoxe avec l'interruption médicale de grossesse, IMG,
pour une mort périnatale anticipée et programmée, ou le devoir est de faire mourir dans un métier qui a pour cœur de faire vivre. Sous ses aspects les plus dramatiques, pour la mort in utero, PER partum ou néonatale d'un enfant viable, les soignants n'ont de cesse de rechercher sa cause. Leur activité est mise sur la sellette, avec la question de l'erreur, de la faute ou d'un dysfonctionnement. La médicalisation forcée de la naissance, à son tour, rencontre ses limites alors qu'elle est par ailleurs, de plus en plus critiquée par les usagers. Pour les soignants, la rencontre avec la mort occasionne des épreuves au travail variables, où leur subjectivité peut être profondément mise à mal. En particulier avec l'effritement de la reconnaissance, qu'elle soit sociale, professionnelle ou plus personnelle dans la relation de soins. Comment font-ils face concrètement aux épreuves de la mort ? Comment font-ils pour rester capables d'accompagner les parents dans cette adversité ? À quelles ressources, mobilisées ou construites, font-ils appel pour se maintenir au travail et affronter l'effraction de la mort dans l'exercice de la mise au monde ? Dans l'exploration de tels questionnements, cet ouvrage s'appuie sur une enquête réalisée auprès des professionnels de la naissance, sages-femmes et obstétriciens NES, et sur l'expérience professionnelle de l'auteur, elle-même sage-femme et psychologue clinicienne. Il donne la parole à tous ceux qui œuvrent, dans le quotidien de leur exercice professionnel, à la mise au monde, mais aussi à l'humanisation de la mort quand elle survient. Là où dans leur travail, la naissance comme la mort se tissent dans la trame symbolique d'un événement profondément humanisé. Chapitre 1 : La scène de la naissance. Un émerveillement à chaque fois. Vraiment, et que je pouvais agir et cette espèce d'émerveillement que quelque part, grâce à moi, j'allais aider à ce que ça arrive, voilà, à ce moment merveilleux. En fait, y participer et 10 fois par garde, 9 fois, 2 fois par garde et ça c'était quelque chose de très merveilleux. Sage-femme Pia. 1. La naissance et la révolution obstétricale. Le statut de l'enfant à naître. Actuellement, en France, le nombre des naissances avoisine les 800 000 par an. La contraception, les avancées dans le domaine de la fertilité humaine, avec la procréation médicalement assistée, permettent de réguler, de planifier ou de provoquer une grossesse. L'INED estime à 2/3 le nombre des grossesses bien planifiées, par rapport aux grossesses non prévues, c'est-à-dire suivies d'un avortement, d'une naissance non désirée ou mal planifiée. La contraception est autorisée et légalisée depuis la loi Neuwirth en 1967, il y a à peine 50 ans, et l'interruption volontaire de grossesse, IVG, est légale depuis 1975 avec la loi Veil, lorsqu'elle est pratiquée avant la fin de la 10e semaine de grossesse, 12 SA. Revue en 2001, elle a été étendue jusqu'à la fin de la 12e semaine de grossesse, 14 SA, et rendue accessible aux mineurs pour un nombre d'IVG qui reste stable malgré le contrôle des naissances offert par la contraception. Toutefois, l'accès à la contraception ou à l'IVG retentit sur le projet d'enfant, fortement investi extrêmement tôt, avant même le début de la grossesse, tout en laissant entendre que son avènement peut être contrôlé. Avant 1975, seule une grossesse qui mettait la vie de la mère en danger pouvait être avortée, d'où la dénomination interruption thérapeutique de grossesse, ITG. En même temps que la loi Veil légalisant l'IVG, l'ITG elle-même s'est transformée en IMG, interruption médicale de grossesse, autorisée sur une indication médicale relative à la mère ou l'enfant à naître. L'interruption volontaire d'une grossesse peut à toute époque être pratiquée si 2 médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Art. L22131 du Code de la santé publique, modifié par ordonnance numéro 2003-850 du 4 septembre 2003. L'avortement est une pratique sociale ancienne et universelle. L'IMG, cependant, est récente et son contexte se rapporte plus largement au pouvoir des progrès techniques et scientifiques de la médecine. Car le rapport à la technique s'est inversé pour l'homme, lui permettant d'intervenir toujours plus sur sa propre nature, avec l'essor de la technologie, jusqu'à créer chez lui, par là, une sorte de seconde nature. Les possibilités d'expertise, apportées par l'imagerie médicale et les explorations biologiques et fonctionnelles,
permettent de déceler extrêmement tôt, et durant toute la grossesse, les pathologies ou les handicaps fœtaux sévères. Elles établissent les répercussions possibles sur la vie fœtale, ou sur celle de l'enfant après sa naissance, dans leur confrontation aux moyens médicaux disponibles. Devant le constat de leur particulière gravité, et de leur incurabilité, signifiée par les experts médicaux, les parents peuvent solliciter le recours à l'interruption de la grossesse. En même temps, l'interruption provoquée de la grossesse, quel que soit son âge, peut se faire sans mettre la santé physique de la femme en danger. Depuis 1994, et la loi dite de bioéthique, les spécialistes en médecine fœtale sont regroupés dans des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, CPDPN. Ces centres, à but non lucratif, rassemblent l'ensemble des compétences cliniques, biologiques et médicales, notamment en termes d'imagerie, nécessaires au diagnostic et au pronostic prénatal. L'activité principale des CPDPN consiste à diagnostiquer et prendre en charge les pathologies fœtales, dans le but de les traiter. Toutefois, le recours au CPDPN devient obligatoire pour pratiquer une IMG. L'ensemble de la procédure médico-judiciaire ainsi que l'accomplissement de l'IMG y sont pris en charge. Les CPDPN font obligatoirement partie d'une unité d'obstétrique spécialisée pour les grossesses à haut risque, soit des maternités de type 2 ou 3. Depuis 2004, l'Agence de la biomédecine, organisme public d'État, contrôle et centralise l'activité de la cinquantaine de centres existants en France. Dans son rapport d'activité 2015, ce sont environ 7500 attestations de gravité en vue d'une IMG qui ont été délivrées, dont 98% pour motif fœtal. Avant les années 1980, le développement du diagnostic prénatal et l'essor de l'échographie fœtale, environ 80% des IMG étaient réalisés pour motif maternel. Elles ne représentent actuellement plus que 2 à 5%. L'IMG est un tournant dans l'intervention médicale dont le but n'est plus seulement de faire advenir et surveiller la grossesse. Elle soulève des questions d'ordre éthique considérables, ainsi que des retentissements psycho-affectifs importants et reconnus chez les parents. Cette mort périnatale singulière est celle d'un projet d'enfant fortement investi, auquel les parents doivent renoncer par une décision personnelle. La plupart d'entre elles sont consécutives à des pathologies ou des handicaps fœtaux identifiés, et la majorité d'entre elles est réalisée à des termes inférieurs au seuil de viabilité fœtale. Au-delà de 22 à 24 SA, leur accomplissement nécessite un geste d'arrêt de vie, dans la mesure où le fœtus est susceptible d'être en vie à la naissance, alors que la mort ne peut survenir qu'in utero puisque d'après la loi, toute intervention létale ultérieure est qualifiée d'infanticide. Les soignants, quant à eux, gardent la possibilité de refuser de participer à sa mise en œuvre, au moyen du droit à la clause de conscience relative à l'IVG et à l'IMG. Inscrite dans la loi, elle est reconnue par une décision du Conseil constitutionnel de 2001 comme un principe fondamental de la liberté de conscience. Cette mesure témoigne d'une reconnaissance des retentissements non moins importants que ces pratiques peuvent avoir sur les soignants. Le diagnostic prénatal et l'IMG ont néanmoins, eux aussi, participé à modifier la scène de la naissance, puisqu'elle s'en trouve généralement embellie. Car les grandes malformations ont disparu des naissances ordinaires pour des grossesses interrompues bien plus tôt, tandis que les progrès de la médecine fœtale et de la réanimation néonatale augmentent les chances de survie. Lorsque l'enfant attendu gardait une part d'imprévisibilité et de secret, quant à ses caractéristiques vitales, la naissance l'était tout autant avec parfois de bien pénibles découvertes. La grossesse cependant est détectée très tôt, dès le retard de règles. Son suivi prévoit 7 consultations médicales et 3 échographies systématiques, échelonnées. L'embryon puis le fœtus sont dévoilés et visibles, le battement cardiaque est audible. Leur développement et leur santé sont surveillés. À partir de 14 S à l'image échographique, renvoie une image de bébé en miniature. Un obstétricien évoque d'ailleurs l'émerveillement face à l'échographie, quelque chose qu'aujourd'hui on a oublié, au béjul, où les bruits du cœur de l'embryon ou du fœtus sont ainsi devenus un peu le cœur du métier. Entendre, mais surtout voir, donne une réalité extérieure supplémentaire au projet d'enfant et participe à son investissement précoce par les parents, comme à la création du lien d'attachement. Dans une société de l'image et des nouvelles technologies,
le rôle de l'échographie est devenu de plus en plus important. Elle propose aux parents une naissance anticipée, avec une mise en relief des compétences précoces de l'enfant à naître, qui nourrissent activement les processus de parentalisation. Cette vie autrefois cachée, au développement invisible, de l'autre côté du ventre des femmes est aujourd'hui démystifiée, sondée, inspectée et d'une certaine manière contrôlée par les professionnels. Avec la femme enceinte, le fœtus est, pour les soignants, le deuxième patient. Des contributions majeures ont modifié le statut du tout-petit pour le faire apparaître aux yeux de tous, avec des capacités relationnelles inédites jusqu'alors. En 1973, le pédiatre Terry Brazelton publie sa Neonatal Behavior Assessment Scale, une échelle d'évaluation du comportement néonatal, centrée sur les compétences insoupçonnées du nouveau-né. Elle est toujours d'actualité. En 1984, un documentaire de Bruno Martino, Tony Lenné et Gilbert Lauzin passionne le public. Le bébé est une personne, lequel montre la vie prénatale avec un fœtus qui entend et réagit, tandis que dans le monde médical commence une lente prise de conscience. Le nouveau-né n'est pas cet être immature, au cerveau en développement, qui le laisse insensible à la douleur. La réalité scientifique apporte peu à peu la preuve du contraire. Autant d'éléments marquants qui participent à modifier radicalement le regard de la société, des parents et des professionnels sur le fœtus et le nouveau-né. Comme une valeur ajoutée, il contribue très tôt pour les parents à l'investissement d'un imaginaire d'enfant et sollicite, chez les professionnels ou le public, la reconnaissance de celui-ci à hauteur de ses connaissances nouvelles. Dans l'imaginaire social, l'enfant désiré et attendu semble être sous contrôle, tout en alimentant des attentes de plus en plus conformes à celui rêvé, comme le rapporte une obstétricienne. Je pense que c'est l'évolution de la société de plus en plus vers l'enfant extrêmement précieux puisqu'on en a 2, 3 au maximum et que chaque fois qu'on le fait il faut qu'il soit parfait vers eux une espèce d'exigence aussi bien des gens que des médecins et du corps médical, d'être tout le temps parfait de tout vaincre et être dans une espèce de toute-puissance, obérose. 2. Les professionnels de la naissance. En France, à l'exception de quelques maisons de naissance, l'univers hospitalier est la scène ordinaire de toute naissance. Depuis 1998, la restructuration des maternités a conduit à fermer celles qui comptent moins de 300 naissances par an, mais surtout à établir un classement hiérarchique des soins entre elles. Elles sont désormais de 3 types, offrant 3 niveaux de soins, avec des normes de fonctionnement adaptées à des seuils de risque et aux différentes pathologies mères-enfants qu'elles sont censées prendre en charge. Le type 1 concerne les grossesses dites normales. Le type 2 dispose d'une unité obstétricale, ainsi que d'une unité néonatale. Le type 3 dispose, en plus, d'une unité de réanimation néonatale pour les grossesses à haut risque et les nouveau-nés présentant des détresses graves. Ces changements visent tous à organiser la médicalisation, afin qu'elle soit la plus adaptée aux soins nécessaires. Les professionnels de premier plan, à l'expertise dédiée, y reçoivent la promesse d'y tenir des rôles majeurs sous l'horizon magnifié de la vie, dès lors que la mort s'en trouve quasiment extirpée. Il s'agit des sages-femmes, comme il en a été de tout temps pour la naissance, et des médecins dont l'expertise spécifique concerne l'obstétrique. Comment et pourquoi devient-on sage-femme ou gynécologue obstétricien ? Si les formations associées préparent à œuvrer pour la vie, les préparent-elles aussi à affronter la mort lorsqu'elle survient ? Les sages-femmes. Les sages-femmes exercent de façon autonome dans le cadre de la physiologie, soit la vie et les naissances sous leurs meilleurs auspices. De ce fait, leur activité fait parfois partie de l'exercice paramédical dans d'autres pays alors que, selon le Code de la santé publique, en France, les sages-femmes sont reconnues comme profession médicale avec 2 autres professions, les médecins et les chirurgiens-dentistes. Parmi les professions médicales, sage-femme tient la place la plus ambivalente, avec un droit de diagnostic et de prescription limité par des compétences définies. En principe, les statuts commandent à ses obligations dans l'indépendance de ses décisions, alors que la délégation de tâches n'est compatible qu'entre les professions médicales et paramédicales. En principe aussi, elle travaille sans hiérarchisation avec les médecins, mais plutôt en complémentarité, en compétences partagées. Dans la réalité de la pratique hospitalière publique, l'organisation des soins et la proximité de son activité avec celle de l'obstétricien rendent cette indépendance et le cadre non hiérarchique beaucoup moins évidents, voire problématiques.
Depuis les années 1980, l'évolution de la profession va sensiblement vers l'acquisition de compétences élargies. La profession cherche à s'établir comme un véritable segment de la profession médicale, avec une spécificité liée à une expertise caractéristique, les sciences maïeutiques. Ce terme récent, apparu en 2010 avec l'intégration complète de la formation dans le parcours universitaire, désigne un domaine d'études, de formation et de recherche inédit dans le champ médical consacré aux pathologies. La définition retenue par la Commission de terminologie et néologie, siégeant auprès du ministère de la Santé, énonce que la maïeutique est la discipline médicale exercée par les sages-femmes. Pour se différencier de l'activité gynéco-obstétrique du médecin, cette discipline se déclare concerner la gynécologie, l'obstétrique et la pédiatrie, dans leur dimension physiologique, ainsi que la santé génésique de la femme ou la santé sexuelle et reproductive. Depuis 2002, la formation d'une sage-femme commence par une année commune avec la première année de médecine, PCEM1, devenue première année commune aux études de santé, PACES en 2010. Elle se poursuit ensuite par 4 années d'études spécialisées, pour les SF rencontrées, lorsqu'elles voulaient devenir médecins au départ, soit 70% d'entre elles avant la réforme PACES, les motivations se reformulent peu à peu, avec la formation pour se conjuguer avec l'attrait de l'activité autour des naissances. Entre prédisposition, choix et opportunité, les sages-femmes se construisent plutôt une vocation, au fur et à mesure qui leur fait dire qu'elles aiment leur métier ou le destin fait son œuvre pour mettre sur la bonne voie. La découverte du métier semble finalement générer par la suite une forte adhésion lorsque le choix a été fait par défaut, où la sage-femme ne serait qu'un médecin raté, comme l'écrit déjà joliment Louis Roux. Le préjugé les condamne, à d'honorables exceptions près, à n'être que des diminutifs des médecins. La grande majorité des sages-femmes exercent dans les maternités. En France, 75% des 800 000 naissances annuelles relèvent du secteur public, alors que les sages-femmes elles-mêmes réalisent 80% des accouchements par voie basse. La profession admet les hommes depuis 1982. Mais ils restent très peu représentés, avec 2 à 3% de la profession. Les hommes sages-femmes le deviennent généralement par un choix forcé au départ, ce qui est le cas pour les 3 hommes sages-femmes rencontrés. Ce constat est valable pour les 3 hommes sages-femmes, qui à défaut d'avoir réussi à être médecins, s'ajustent malgré tout au métier sans s'inscrire dans une segmentation professionnelle nouvelle, mais avec des efforts de restructuration plus intenses pour réduire une dissonance cognitive. Sage et femme reste un métier de femme. Les hommes aspirent peu à exercer des métiers féminins qui, par nature, sont moins valorisés et bien moins bien rémunérés, comme le montrent les nombreuses recherches consacrées à cette question. La mixité peine à s'y établir pour un métier où le féminin se fait redondant, lorsqu'il renvoie exclusivement à des rôles, des qualités, ou des activités essentiellement considérées comme féminines et qui plus est, dédiées aux femmes avec la naissance. Un métier qui porte les stigmates genresses actuels d'un passé proche, où la condition féminine se déclinait essentiellement en inégalité et soumission, tant du point de vue privé que social, y compris dans le travail. Néanmoins, fait remarquable, depuis que les hommes sont entrés dans la profession sage-femme en 1982, celle-ci a suscité l'intérêt de travaux sociologiques, notamment consacrés au destin de ces derniers, là où auparavant les recherches brillent par leur absence, exception faite de celles consacrées à l'histoire de la naissance. Sans surprise, pour un métier consacré à la femme enceinte et à l'enfantement, la naissance est le point d'orgue qui donne une résonance générale aux autres intérêts trouvés dans l'activité pour les sages-femmes rencontrées, à travers cette dimension existentielle, l'arrivée d'un petit être humain, SF Jane. Elle rassemble l'essentiel de l'attrait, de la conviction du choix de métier ou de la satisfaction au travail. La participation à cet événement donne une intensité supplémentaire à ce super moment de la naissance, où la vie s'impose le plus souvent d'elle-même. L'activité toujours renouvelée lors de chaque naissance, ainsi que le caractère exceptionnel et unique de celle-ci, s'oppose à toute forme de routine. Elle est la figure de la vie toujours recommencée. Il y a de l'émotion, ça c'est un métier émotionnel, on a toujours les larmes aux yeux quand un bébé naît et qu'on voit les parents, c'est Faude. Ainsi la composante émotionnelle est une part intégrante et incontournable de l'activité. Avec de la joie, oui de la joie, SF Romy, elle apparaît intense et fondamentalement positive.
L'action dans le cadre de l'urgence est également prisée, surtout par les 3 hommes sages-femmes. J'aime bien quand il y a un peu de stress, des situations compliquées qu'on doit y faire face, qu'on doit bien réagir, l'urgence, l'impression de se prouver tous les jours qu'on va y arriver. Et en plus ça se termine en général par la naissance, ça se finit par un bon moment, SF Yann. Les hommes sages-femmes s'adaptent bien à un métier dans un milieu extrêmement féminin, SF Pia, sans renoncer pour autant à l'imaginaire dit masculin, celui de l'attrait de l'action, de la technique, du stress ou du challenge, à côté de l'aspect relationnel. Les sages-femmes ont aussi des intérêts marqués pour une activité au service de l'autre. Que ce soit à travers le fait de prendre soin de l'autre, le care selon la terminologie anglaise, associé ou non aux soins thérapeutiques lui-même, le cure. La recherche d'un métier avec du contact, qui permet l'aide à la personne, d'être utile, ou même de sauver les autres, se conjugue avec ce que les sages-femmes mettent en avant comme principe général dans leur activité et qu'elles appellent l'accompagnement. Bien que le versant technique, scientifique et médical soit très présent, la composante relationnelle singulière semble constituer pour les sages-femmes le caractère distinctif de la profession face à l'obstétricien qui n'a pas forcément tout cet accompagnement, cette relation vraiment assez particulière avec la patiente, SF Lise. Métier inscrit dans la famille médicale, sage-femme apparaît plutôt comme un segment discordant, plus proche des activités paramédicales par la place donnée à l'accompagnement dans l'activité professionnelle. D'autant plus qu'il ne s'adresse pas à des malades, mais à des personnes en bonne santé. Les sages-femmes présentent leur profession plus comme une figure du soutien que du soin. La dimension intersubjective est fortement valorisée avec une certaine proximité relationnelle. Auprès des patientes, cette temporalité dans l'activité est transformée en accompagnement, lui donnant tout son sens. De ce fait, le travail relationnel représente un élément marquant de l'identité professionnelle des sages-femmes, autant que la grossesse normale ou physiologique qui délimite leur champ de compétences spécifiques. Comme en miroir, les processus physiologiques qu'il s'agit de soutenir, de surveiller ou de favoriser sont eux aussi accompagnés. Si bien que lorsque les sages-femmes parlent de physiologie, elles sous-entendent généralement l'accompagnement, tel un équivalent qui associe la composante médicale et relationnelle au cœur du métier. De ce fait, la sage-femme n'est pas qu'une technicienne, SF+. C'est pourquoi la maternité type 3 représente, généralement, le lieu d'une limitation encore plus grande de son indépendance et de son autonomie professionnelle, avec trop de pathologies et la tendance à laisser un peu de côté la physiologie, SF Lise. Mais aussi en raison des contraintes qui pèsent sur la relation d'accompagnement, dont le manque de temps ou la difficulté à préserver une relation singulière. Le niveau 3 c'est l'usine et on me pique un peu mon accouchement, entre guillemets en fait. Il y a plein de gens autour de moi pendant l'accouchement, et moi je n'aime pas ça. Moi j'aime bien l'effet cocooning qu'il y a autour de la naissance, SF Aude. Nombre de sages-femmes vivent leur engagement dans leur métier comme synonyme de la défense du droit des femmes, en particulier pour ce qui concerne le respect de leur corps dans ses capacités reproductrices. Pour le respect, pouvoir accoucher les gens sur le côté à 4 pattes, debout comme elles veulent, prendre le temps avec elles, respecter leur souhait d'accouchement, SF Aude. Il y va du soutien à la condition féminine dans la sphère sociale ou privée, de l'intimité du couple et de la famille. Et sage-femme, moi je suis un peu féministe, même un peu pas mal, la femme, les enfants, la famille, c'est quelque chose auquel j'attache de l'importance, la condition de la femme, sa vie de femme, etc. SFLE accent aigu A. Une cause qui pourrait s'entendre commune aux femmes et au corps professionnel des sages-femmes, par une forme d'alliance dans la relation de soins, dès lors qu'elles partagent le même sexe et la même condition sociale. Elle superpose l'identité sexuée avec l'identité professionnelle, au risque de les confondre, tout en sollicitant des rapports genres, y compris entre femmes, sages-femmes et obstétriciens ES. Il y a un lien hiérarchique entre les médecins et leurs patientes et il y a moins de lien hiérarchique entre les sages-femmes et leurs patientes. C'est-à-dire qu'on est dans une relation d'accompagnement alors que les médecins ils sont dans une relation hiérarchique avec tout le monde, SFLSA. Les obstétriciens ES. L'apparition de ce terme, pour désigner les médecins relevant d'une spécialité dédiée, s'inscrit dans la continuité des divisions ou des agrégations des segments antérieurs de la profession médicale. Mais aussi dans la continuité de ces conflits internes,
où la chirurgie reçoit une valorisation particulière comme de ses conflits externes avec d'autres professionnels, dont les sages-femmes. Selon le Robert, le terme obstétrique est un dérivé savant du latin obstetrix sage-femme, dérivé de obstar, se tenir debout. En ce sens, l'obstétricien serait le masculin du métier de sage-femme. Après la guerre, en 1963, la gynécologie médicale apparaît à côté de la gynécologie obstétrique. Elle ne pratique ni chirurgie ni accouchement. Ces deux formations universitaires, octroyant un C, se distinguent alors de celles de l'internat, voie royale de la formation hospitalière, avec une formation clinique jugée meilleure, réservée à la gynécologie obstétrique uniquement. Dans la continuité du médecin accoucheur des hôpitaux, celle-ci reste néanmoins toujours non intégrée à la spécialité chirurgicale, l'exclusivité des chirurgiens. La chirurgie, en obstétrique, est cantonnée aux instruments des accouchements difficiles, aux réfections périnéales et à l'opération césarienne, la voie haute, lorsque la voie basse est impossible. C'est pourquoi l'obstétricien n'est pas reconnu par ses pairs comme un véritable chirurgien, alors que la chirurgie elle-même s'impose comme la reine des arts en médecine. En 1984, les C sont supprimés. Une voie de spécialisation unique est constituée, rassemblant la formation universitaire et hospitalière. La gynécologie obstétrique rejoint alors l'ensemble des spécialités chirurgicales et gagne en noblesse. Depuis 2005, tous les futurs médecins concourent à un examen classant national, ECN, à la fin du deuxième cycle d'études médicales. Il est la voie d'accès aux différentes spécialités médicales, clôturée par un D, et prévoit pour tous des stages d'internat. Pour devenir gynécologue obstétricien, il faut 11 années de formation avec 5 années de spécialité, qui suivent 6 années d'études de médecine en formation de base avant les épreuves de l'ECN. Comme toute la profession médicale, cette spécialité s'est féminisée, malgré sa pénibilité, avec 46% de femmes, dont la majorité travaillent dans les hôpitaux. Les segmentations professionnelles à l'intérieur de la spécialité conduisent cependant à de nouvelles expertises, comme le diagnostic anténatal, DAN, ou la reproduction, avec la procréation médicalement assistée, PMA. L'obstétricien apparaît, ainsi, comme celui qui rassemble le domaine de connaissance et d'intervention le plus étendu et le plus pointu dans le domaine de la grossesse et de l'accouchement, avec la valeur ajoutée d'une formation chirurgicale à part entière. Les gynécologues obstétriciens NES rencontrés montrent des intérêts anciens pour devenir médecins, même si les études ont pu être commencées sans grande conviction ou projet professionnel clair. Le médecin semble être le support d'une figure identificatoire forte et précoce pour tous ceux qui aiment l'homme d'action ou de science, à la fois proche du savant, du héros, du sauveur ou de l'aventurier. Ici, l'intérêt généralement porté aux autres se conjugue avec une activité utile, scientifique et non solitaire. L'entrée dans la filière médicale demande beaucoup de travail, ce que soulignent presque tous. Aucun d'entre eux ne se sent la fibre lointaine d'une vocation et n'a fait le choix de la spécialité, avant d'avoir fait l'expérience parfois vite décisive, d'un ou de plusieurs stages en service de maternité. Lorsque le choix se précise, des hésitations oscillent autour d'autres spécialités, dont les renoncements mettent davantage en relief les intérêts qui le motivent, surtout en ce qui concerne la pédiatrie. C'est une très belle spécialité mais je supportais pas, Obemaya. L'obstétrique par contre, permet un contact privilégié avec des enfants en bonne santé, mais pas pédiatrie. J'aime les petits qui vont bien, Fred. Après des hésitations, le choix de la spécialité se fonde, in fine, généralement sur une rencontre qui agit parfois comme une révélation, avec une médecine du bonheur plutôt que la vraie médecine obérose. Alors je suis venue en obstétrique parce qu'à un moment en chirurgie j'en ai eu marre des gens qui allaient mal, Fred. Le parcours de formation hospitalier agit comme un révélateur, puisqu'il concentre dans toutes ses unités les maladies les plus graves, sauf celles constituées par la maternité. Mais finalement on était très démunis devant les gens et on était de façon répétée confrontés à la faiblesse à la maladie, etc. Eh bien non, en fait, quand j'ai découvert à côté de ça, juste après la maternité et la vie et l'énergie des choses, les décisions qui se prennent dans l'urgence et le rythme, j'ai trouvé ça extraordinaire, ça j'ai adoré. Marie. En obstétrique, la maladie est plus rare avec des femmes jeunes et presque toujours en bonne santé. Oui, de trouver du bonheur dans mon métier et pas que des patients malades,
alors que quand on vient pour accoucher on n'est pas en souffrance, on est plutôt dans une bonne partie des cas heureuse. Bémaya. Révélation. J'ai trouvé ça extraordinaire être là à faire des accouchements, dit cette obstétricienne, car là je ne m'occupais pas de malades, c'était la vie, et au fond c'est ça qui m'a accroché à cette spécialité, obérose. Quasiment tous les obstétriciens, femmes et hommes, font l'éloge de la naissance et de l'effet qu'elle produit sur eux avec cet émerveillement par rapport à la salle d'accouchement, obéjule. Chacun décline à sa façon, ce moment juste impressionnant au Sarah, ce quelque chose d'intime avec les gens qu'il n'y a pas ailleurs, au Marie opérant-elle une fascination, comme celle de vouloir s'approprier le mystère féminin, la grossesse, la conception, au Loi. La rencontre avec les naissances semble agir en fixateur du choix pour une spécialité gratifiante, au Jade, à nul autre pareil en médecine. En effet, c'est un des seuls métiers où l'on annonce aussi des bonnes nouvelles, au David. Qui plus est, les rythmes émotionnels et les rythmes de travail liés à l'activité hospitalière ressemblent à l'activité ininterrompue de la vie elle-même, avec une spécialité qui bouge, au Anna et ses fluctuations incessantes. Le monde de la naissance, je ne savais pas si c'était le versant médical ou tout ce qui se jouait dans ces moments de crise assez violentes, mais c'était fascinant. Béjean. Les naissances arrivent de jour comme de nuit, tantôt dans l'urgence, souvent avec des moments émotionnellement intenses, suivis de moments plus paisibles. Alternance d'élans vitaux. Ils sont loin du climat déprimé de la maladie ou de la mort, avec son lot de souffrances physiques et psychiques habituelles dans l'univers hospitalier. Donc c'est plein de satisfaction, une fois qu'on a passé l'urgence, le stress de la phase aiguë où il faut prendre les décisions, ça se passe bien et on a une espèce de bouffée de bonheur parce qu'on partage du coup avec les gens leur bonheur, on est satisfait, on est heureux. Je n'ai plus jamais trouvé ça dans les autres stages de cardiologie, où je trouvais que les choses étaient beaucoup moins intenses. Marie. Monotonie ou dépression n'ont pas cours dans cette spécialité, même si elle est éprouvante physiquement. L'activité pulsatile, au Béjean de l'obstétrique lui donne une dynamique tonique, celle de la vitalité des choses de la vie, où la routine n'est jamais monotonie. Cette vie émotionnelle positive procurée par le travail est gratifiante, et peut apporter une valorisation de soi-même et de ses compétences. C'est ainsi que la majorité des obstétriciens NES rencontrés semblent très investis dans la dimension relationnelle du soin, grâce au contact humain et son versant émotionnel. Cet aspect professionnel s'oppose comme du dedans au dehors, à une médecine d'expertise plus technique et plus désaffectée. Cette proximité avec les patientes donne à l'activité un cachet singulier qui la rapprocherait plutôt de celle du médecin traitant, par une pratique plus généraliste, proche de l'histoire de vie des personnes soignées. Il n'y a pas beaucoup de spécialités où on a la patiente dans sa globalité, ce qui est bien c'est que pendant la moitié de la spécialité c'est l'obstétrique, mais c'est quand même des événements heureux et pas que des patientes, au Maya. C'est aussi le cas pour le suivi longitudinal dans la continuité des choses de la vie, qui ne tiennent pas seulement à la maladie et la souffrance et dont la naissance est le représentant essentiel. J'ai trouvé que c'était vraiment une chouette spécialité parce que c'est une spécialité qui est... T'as de tout, du suivi, tu suis des femmes sur des générations parfois, j'ai accouché des copines, j'ai avorté leur fille, j'ai suivi la grossesse de leur fille, enfin un côté médecin de famille. Au Jade. La gynécologie obstétrique a plus d'une corde à son arc. Il est possible de choisir entre des domaines d'expertise très variés. Y compris d'abandonner une de ses facettes pour une autre, si d'aventure elle ne convenait pas. Voilà, par exemple, moi je fais de la fertilité, ma collègue qui est ici, elle fait de la cancérologie, le collègue qui est là-bas fait plutôt du prénatal, c'est quand même très très varié dans une même spécialité où quand même on fait à peu près tous la même chose, puisqu'on fait tous des accouchements, on fait tous les urgences, de la chirurgie. David. Mais quasiment tous les obstétriciens NES soulignent combien l'activité chirurgicale a compté dans le choix professionnel, en écho à son regain de noblesse grâce à son intégration dans la qualification chirurgicale, avec la réforme de 1984. Car s'occuper d'affaires de bonnes femmes, même pas malades, n'est pas toujours bien compris par les confrères. La dureté d'une spécialité chirurgicale pure, OBLX est grandement atténuée, en obstétrique, par sa composante vitale. En plus de sa noblesse, cette qualification valorise le savoir-faire manuel individuel auquel chaque obstétricien peut prétendre chaque fois qu'il intervient.
S'y conjugue la satisfaction personnelle, augmentée de celle partagée avec les patientes. La chirurgie en cancéro c'est difficile parce qu'on sait que le diagnostic n'est pas bon, mais la chirurgie bénigne pour moi j'aime ça. Obemaya. Cette chirurgie bénigne n'a pas son équivalent en dehors de la spécialité obstétricale avec cette notion d'urgence et d'utilité directe, Obeloi. Elle inscrit le jaillissement de la vie avec la naissance, dans l'acte opératoire lui-même, ce qui lui donne un goût particulier à travers une vraie situation clinique. Cette démarche, où tout repose sur l'observation, la perception, l'auscultation corporelle du patient qui fonde traditionnellement l'examen, a beaucoup disparu avec les progrès médicaux. En médecine, la multiplicité des examens complémentaires remplace le dialogue sensible entre soignants et soignés. Ils prennent le pas dans l'établissement du diagnostic et du traitement, jusqu'à permettre parfois de réelles autopsies virtuelles, sans même ausculter le patient. Ce n'est pas le cas en obstétrique, où le soignant, en particulier avec l'acte opératoire, est engagé dans un vrai corps à corps. La dimension clinique y retrouve une place indéniable. Faire par soi-même, y compris avec son propre engagement corporel, contribue ainsi à valoriser fortement une forme de reconnaissance de soi dans l'activité professionnelle. Plus qu'ailleurs, l'issue des interventions de l'obstétricien est très souvent couronnée de succès par le rétablissement de la vie, dans ses meilleurs aspects, notamment depuis que les césariennes étaient devenues quelque chose qui n'était plus dangereux, ou bérose. L'urgence contribue manifestement à cette situation alors qu'à l'hôpital, où se concentrent les affections les plus graves, les résultats sont souvent beaucoup plus aléatoires et laissent le médecin plus désarmé, ou bémari. Dans sa spécialité, l'obstétricien peut se vivre avec un pouvoir d'intervention plus gratifiant qu'ailleurs, tandis qu'il contribue ainsi à préserver la scène de la naissance dans sa vie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.